C'est l'heure de la revanche de 2016. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic du match entre le Portugal et l'équipe de France. Le début des quarts de finale de l'Euro 2024 qui aura lieu demain et le parcours du combattant continue pour les Bleus puisque le gagnant de ce match ira affronter l'Espagne ou l'Allemagne en demi-finale de la compétition. Mais ça, on n'y est pas encore. Un match important nous attend d'abord face au Portugal, un match qui sera pas facile, un match qui va être difficile à jouer et un match sur lequel on a beaucoup de choses à dire. Les points forts, les faiblesses des deux nations. On va revenir sur le parcours depuis le début de la compétition, l'équipe de Didier Deschamps. On va voir pas mal de choses dans cette vidéo. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et je vais commencer cette vidéo avec une phrase qui pour moi est totalement réelle. C'est laquelle de ces deux équipes va se réveiller en premier? Et pour moi, c'est réel. Parce que depuis le début de l'Euro, la France et le Portugal sont parmi les équipes qui se créent le plus d'occasions, mais parmi les équipes qui ratent le plus d'occasions. Et là, on se rejoint déjà sur quelque chose, c'est que le Portugal, comme nous, se crée des occasions, mais le Portugal, comme nous, rate beaucoup. Il leur faut beaucoup d'occasions pour pouvoir planter, même si pour moi, depuis le début de l'Euro, le Portugal montre un meilleur visage que l'équipe de France. On ne montre pas le plus beau des visages pour les Bleus, on le sait, même si défensivement on est bon, défensivement c'est rassurant. C'est vrai que sur le point de vue collectif, sur le point de vue offensif, on se pose des questions, mais ça, on y reviendra après. Mais pour le Portugal, on est sur une équipe qui eux aussi se crée des occasions, ils arrivent à en avoir, mais ils les ratent beaucoup. Le Portugal, pour moi, montre un meilleur visage parce qu'ils ont réussi à marquer plus de buts que nous. Déjà, ils ont réussi à marquer dans le jeu, ce qui n'est pas notre cas, mais pour moi, il y a des similitudes dans le parcours du Portugal, avec les Portugais qui ont commencé contre la Tchéquie leur phase de poule. Et ils ont commencé assez fort puisqu'ils étaient menés 1 but à 0 et que c'est un but contre son camp qui a permis au Portugal de se remettre dans le match et ils sont partis chercher la victoire dans les dernières minutes grâce à un but de Conceição. Mais ça sentait pas bon avec une Tchéquie qui a joué bloc très très bas. Ça a été dur pour le Portugal de se trouver des situations. Mais au final, c'est un but contre son camp qui a permis au Portugal de se remettre sur le droit chemin, comme pour l'équipe de France. Premier match face à l'Autriche, c'est un but contre son camp qui nous a permis de remporter ce match. Il y a déjà une similitude à ce niveau-là. Maintenant, le Portugal derrière a réussi à battre la Turquie 3-0. Et ensuite, il y a eu ce match contre la Géorgie où tu étais déjà assuré d'être premier. Donc, tu as fait tourner ton effectif. Tu as perdu le match 2-0. Mais peu importe que tu le gagnais 100-0, que tu le perdais 10 000-0, ça ne changeait rien. Tu as réussi à faire souffler ton effectif, souffler tes joueurs. Et tu es arrivé en forme pour affronter la Slovénie. Et ce match contre la Slovénie a été délicat. Ce match contre la Slovénie a été compliqué. Tu aurais pu perdre ce match. La Slovénie a joué quand même assez bas. Ils ont essayé de te contrer, ils l'ont bien fait, ils ont eu des situations. On n'oublie pas le face-à-face de Sesco dans les dernières minutes sur la glissade de Pépé qui aurait pu coûter cher. Mais pour moi, il y a aussi des bonnes choses dans ce match-là. Il y a des bonnes choses. Et pour moi, la première bonne chose que je retiens de ce match contre la Slovénie pour le Portugal, c'est l'aspect collectif, l'aspect où tout le monde soutient tout le monde. Parce que quand Cristiano Ronaldo a raté son penalty dans la première prolongation et qu'il était en larmes à la mi-temps de la prolongation, c'est Diogo Costa qui était là pour lui dire c'est pas grave, c'est Bruno Fernandes, c'est tous les joueurs du Portugal qui étaient là pour l'encourager. Et pour moi, ça c'est fort puisque il me semble que c'était à la Coupe du Monde sur une erreur de Diogo Costa, c'est Ronaldo qui était là pour le consoler aussi. Il y a quand même une équipe qui se soutient. Il y a une équipe qui se soutient, il y a une équipe qui a envie d'aller au bout et il y a quand même quelque chose dans cette équipe. Maintenant, c'est vrai que quand tu regardes les individualités, le Portugal a une équipe terrifiante. Mais c'est vrai que ça ne se retranscrit pas totalement sur le terrain. Il y a des choses qui sont pas encore totalement bien huilées. S'ils arrivent à retranscrire les qualités individuelles qu'ils ont sur le terrain ensemble, en collectivité, ça va faire très mal. Mais en tout cas, pour l'instant, ils ont le même problème que nous, c'est-à-dire l'efficacité. Donc celui qui sera efficace demain, pour moi, remportera ce match. C'est aussi simple que ça. Parce que le match sera pas facile, même s'il y a eu ce match contre la Belgique, tout ça, on a vu qu'encore une fois, offensivement, on a réussi à se créer des situations. On a tiré 20 fois, la Belgique a tiré 4 fois, mais qui je retiens beaucoup plus les frappes belges que les nôtres, puisque Maignan a dû se détendre pour nous sauver, pour nous laisser en vie et qu'on arrive finalement à remporter ce match. Mais encore une fois, si on dit que notre défense est la plus en vue, on peut se poser des questions. C'est que forcément, il y a quelque chose qui coince. Maintenant, le Portugal aussi peut dire merci
merci à Diogo Costa parce qu'ils auraient été dehors s'il n'était pas là. La séance de tir au but où il arrête les 3 tirs au but. Le face-à-face avec Sesco. Il y a eu pas mal de situations également pour la Slovénie puisqu'ils ont essayé de jouer en contre et que le Portugal était assez haut. Maintenant, c'est pas parce que tu vois tout le temps Diogo Costa, c'est pas parce que Diogo Costa a fait des parades que le Portugal est une équipe claquée. Et ça, c'est important de le dire. Ils ont des grosses puissances avec forcément Diogo Costa, comme je viens de vous le dire, mais avec Nuno Mendes également sur le côté gauche. Mendes sur qui on pouvait se poser des questions. Lui, qui n'avait pas été non plus exceptionnel depuis son retour de blessure avec le PSG. Il y a eu quand même des contre-performances. Donc on avait quand même des interrogations sur lui. Mais au final, eh ben, son euro est exceptionnel. Son euro est monstrueux parce que Mendes a joué côté gauche, il a été excellent, devant comme derrière. Il a joué dans l'axe, il a été excellent. Et les combinaisons devant offensives avec Leao, ça marche très bien. Ça marche très bien, ça combine bien, même si Leao est un petit peu en dessous pour moi dans cet euro. Leao doit faire plus et Leao peut faire plus. Encore une fois, qui va se réveiller en premier? Parce que même si Leao est décevant, c'est un quart de finale. Tout peut se passer dans ce match-là. Il suffit d'un bon match. Il suffit d'un bon match et forcément qu'un joueur qui n'est peut-être pas bon, entre guillemets, depuis le début de l'Euro, va se réveiller. C'est pas possible autrement. Il y a forcément quelqu'un qui va se réveiller. Et là, c'est la première interrogation que j'ai, puisque même si sur le match contre la Belgique, j'avais déjà des doutes, pour Koundé face à Doku. Au final, Koundé a très bien géré, il a très bien joué, il a très bien défendu face à Doku. Je pense que là, ça va être différent. Ça va être différent parce que là, Nuno Mendes est un joueur qui monte beaucoup, donc il pourra aider Leao. Si Koundé se retrouve tout seul, là, tout seul face à deux joueurs, ça peut tout de suite être un petit peu plus compliqué. Surtout que le Portugal est une équipe qui garde beaucoup la balle. Je sais même pas si je pense qu'à tous les matchs, ils ont eu la possession et la possession assez largement. C'est une équipe qui a des joueurs talentueux et des joueurs de ballon. À tous les postes, c'est des joueurs de classe mondiale. C'est des joueurs de ballon, une équipe qui est capable de garder la balle, de la conserver, de faire tourner et de piquer quand ils doivent piquer. C'est complet. C'est complet. Et c'est pour ça que sous-estimer cette équipe portugaise, c'est la chose à ne pas faire. Même s'il y a cette revanche de 2016 à l'Euro, on s'est réaffronté à l'Euro 2021 avec le 2 buts partout, le doublé de Benzema, le doublé de Ronaldo, la qualification pour nos deux équipes, première place pour nous, troisième place pour le Portugal. Bon, après on sort en huitième de finale contre la Suisse, on s'en rappelle. Et il y a eu la Ligue des Nations juste avant l'Euro, où on les bat 1-0 et où on fait 0-0 également. Donc on a quand même rejoué contre le Portugal depuis. Il y a eu aussi des bonnes performances contre le Portugal depuis, mais c'est une équipe qui va être dangereuse. Parce que je le répète encore une fois, pour moi, le Portugal fait un meilleur euro, montre un meilleur visage sur cet euro que celui de la France. Mais ce n'est pas non plus le visage le plus terrifiant de cet euro. Le Portugal n'est pas infranchissable, le Portugal n'est pas la meilleure équipe pour moi de l'euro, mais le Portugal peut remporter cette compétition, comme ça a été le cas en 2016, sans être la meilleure équipe. Le Portugal est à prendre au sérieux parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Et là, on parle de Nuno Mendes, on parle de Leao, mais il y a une défense centrale qui répond présent avec Ruben Dias. J'ai pas besoin de vous le présenter et de vous parler de ce joueur. Un Pepe qui a 41 ans et qui est encore exceptionnel. Un Cancelo sur le côté droit qui fait un énorme travail et lui aussi qui fait un énorme euro. Il a été très bon contre la Slovénie. Il a failli ramener même un but à la deuxième mi-temps avec des crochets petits ponts sur le côté droit. Bref, c'est des latéraux qui montent beaucoup, que ce soit Nuno Mendes ou Cancelo. Ils montent énormément et ça centre beaucoup. On a également le milieu de terrain avec Vitinha qui fait un euro exceptionnel lui aussi, je le dis beaucoup, mais l'euro de Vitinha est juste grandiose quand il sort contre la Slovénie. Tu l'as senti directement et rappelez-vous en live, on n'avait même pas compris pourquoi c'est Vitinha qui sortait, mais Palhinha qui lui aussi depuis qu'il est revenu, lui qui n'avait pas commencé titulaire sur les premiers matchs, et ben Palhinha fait beaucoup de bien, grande taille, physique, de l'impact, il est quand même classe, il est quand même élégant, il a quand même du ballon, c'est un joueur qui fait beaucoup de bien dans ce milieu de terrain, un Bruno Fernandes que je trouve très bon également dans cet euro et qui lui aussi a une grosse qualité de passe, grosse qualité de frappe, gros volume de jeu, qui n'hésite pas à revenir, qui fait les efforts. Le milieu de terrain du Portugal, pour moi déjà, si on part en plus de la défense qui est très solide, parce que notre point fort, c'est notre défense, mais le Portugal a aussi une défense qui est exceptionnelle, et ça, c'est important de le noter, même si Pepe a fait une erreur dans les dernières secondes qui aurait pu coûter cher au Portugal, ça arrive à tout le monde de faire une erreur. Là, ça va être un quart de finale, tu vas affronter la France, ça va être différent, le contexte est différent, tout peut se passer différemment. Tu peux refaire des erreurs comme tu peux sortir la masterclass de ta vie. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Ça, il faut pas l'oublier. Mais en tout cas, moi, pour moi, le premier changement, la première chose qui va être différente par rapport au match face à la Belgique, c'est le milieu de terrain portugais. Parce que le Portugal est une équipe qui garde la balle, le Portugal est une équipe qui a la possession, le Portugal est une équipe qui aime dicter le jeu et dicter le tempo du match. Nous, c'est vrai qu'on presse assez haut, mais en tout cas, ils savent ressortir les ballons, donc il faudra faire attention à ça. Mais en tout cas, c'est un milieu de terrain où la Belgique, ils étaient deux. Là, les Portugais seront trois. Et ça sera un 3 contre 3, voire un 3 contre 4 si Deschamps repart dans le même système pour essayer de jouer axial. Mais si on joue vraiment axial, faudra faire gaffe sur les côtés parce que, comme je l'ai dit, Cancelo monte beaucoup et Nuno Mendes monte beaucoup. Donc, si on veut essayer de bloquer l'axe, le Portugal joue beaucoup sur les côtés. Donc, est-ce que la solution de l'équipe de France, ça va être de repartir sur le même système avec le 4-4 de Losange, Griezmann en 10 et les trois milieux de terrain, tout ça? Ou est-ce que finalement, ça serait pas mieux de repartir en 4-3-3 basique avec Dembélé qui revient aider, un Barcola à gauche qui revient aider? Moi, je vous le dis d'entrée. Je pense que la chose que je ferai personnellement, c'est un 4-3-3. Parce que je le répète, le Portugal joue beaucoup sur les côtés, avec Bernardo, avec Leao, avec Nuno Mendes, avec Cancelo, et ça centre beaucoup pour essayer de retrouver Cristiano Ronaldo, dont on va parler juste après. Mais en tout cas, ça centre beaucoup, ça passe beaucoup sur les côtés, il temporise énormément pour essayer de ramener le centre derrière au deuxième poteau, pour essayer de trouver la tête de Ronaldo et ramener des situations. C'est comme ça. C'est comme ça. Et beaucoup de buts du Portugal viennent justement sur des centres. Ça vient justement d'un côté gauche. Ça vient tout le temps comme ça. Le but contre la Turquie, l'ouverture du score, c'est Léao côté gauche qui centre en retrait. Bernardo reprend. Il y a le but contre la Tchéquie, le but contre son camp, ça part d'un centre de Bernard de Vitinha, je crois. Et Mendes qui reprend et ça ramène le but contre son camp. Ça sonne beaucoup. Ça sonne beaucoup. Donc jouer axialement, pour moi, va être une erreur. Maintenant, tout dépend du rôle que va donner Deschamps au milieu centraux. Peut-être de serrer à gauche pour celui qui est le milieu central gauche, serrer à droite pour celui qui est le milieu central droit. Mais en tout cas, moi, je serais parti sur un 4-3-3 avec Barcola qui, lui, ne rechigne pas sur les efforts défensifs et avec Dembélé qui rechigne pas sur les efforts défensifs. Parce que si Deschamps veut continuer sur sa stabilité défensive, je pense qu'il peut partir là-dessus, même si ça m'étonnerait clairement. Franchement, ça m'étonnerait. On sait que Deschamps, lui, son intérêt, c'est surtout de jouer bien défensif. Et je sais que sur le côté offensif, il se dit j'ai Mbappé, j'ai Thuram, j'ai Griezmann. Même s'ils font pas un top euro, les gars, il y a Mbappé devant. Il peut se réveiller à tout moment. Et il peut me sortir une dinguerie. Et tant qu'on est solide défensivement, offensivement, il peut tout se passer. Moi, je pense que Deschamps pense comme ça. Il veut que rien ne transperce derrière pour que devant, même si les joueurs sont pas dans leur meilleur moment, même si les joueurs combinent mal, même si le collectif offensif ne fonctionne pas, il y a un moment, il sait qu'avec le talent des joueurs individuels, il y a une étincelle qui peut se passer et un but qui peut être amené. Et pour moi, la première vérité, elle est là. Elle est là. Et encore une fois, pour moi, il y a un point de comparaison entre Mbappé avec notre équipe de France qui n'est pas au mieux depuis le début de l'Euro, qui a zéro but dans le jeu, il a marqué un penalty, mais c'est pas le Mbappé qu'on connaît. Et moi, si vous me posez la question encore une fois, c'est vrai que Mbappé, est-ce qu'il doit jouer neuf? Ah, neuf, c'est pas son poste. On l'a vu quand il y avait Dembélé et Barcola sur les côtés. Et ben Dembélé et Barcola, quand ils centraient, il n'y avait personne dans la surface. Je vous l'avais montré en image sur le match, justement, l'avant-match contre la Belgique. Donc, est-ce que Mbappé doit jouer neuf? Non, c'est pas son poste. Il reste trop à gauche et après, il marche sur Barcola. Est-ce que derrière Mbappé doit jouer à gauche? Ah, bah le problème, c'est qu'Mbappé à gauche, il défend pas. Il défend pas. Donc, moi, je reste persuadé que le 4-4 de Losange mis en place par Deschamps, c'est pour laisser Mbappé titulaire et pour justement éviter que le côté non défenseur de Mbappé ne se recentre réellement sur l'équipe. Moi, je pense que c'est pour ça. Et maintenant, ceux qui pensent différemment, expliquez-moi, dites-moi en commentaire pourquoi vous pensez que c'est pas lié à ça. Mais moi, je pense que c'est lié à ça. Parce qu'Mbappé à gauche ne va pas défendre. Et avoir un joueur sur le côté gauche qui défend pas, ça va laisser ton latéral un petit peu dans la mouise. Et pour moi, ça, c'est une vraie réalité. C'est une vraie réalité. Alors que Barcola a fait un très bon match contre la Pologne, Dembélé contre la Pologne lui aussi a montré qu'il arrivait à centrer. Là, tu avais juste à te dire, bon, les deux sont bons. Et ben pourquoi je vais pas mettre un attaquant devant? Parce que bizarrement, tu fais jouer Barcola, tu fais jouer Dembélé, qui te ramène du danger, qui te ramène de la percussion, qui te ramène des centres en retrait dans la surface. Quand tu mets pas de neuf, mais t'attends quoi d'eux derrière? T'attends quoi d'eux? La stratégie est pas bonne déjà de base. La stratégie est pas bonne. Mais maintenant, pour revenir sur le cas d'Mbappé, c'est quand même fou qu'on arrive à se poser la question de est-ce que Mbappé doit jouer neuf, est-ce qu'il doit jouer à gauche, alors que je le répète encore une fois, on est censé parler de l'un des meilleurs joueurs du monde. Et là, on se pose la question de bah merde, on le fait jouer où, Kylian, quand même? On le fait jouer où?
Et là, ça devient quand même inquiétant. Et c'est pour ça, encore une fois, que je répète, ça va être le match de celui qui va se réveiller en premier. Parce qu'Mbappé est capable de te mettre un triplé contre le Portugal. Et c'est Kylian. Sa saison avec le PSG n'est pas la meilleure saison, il te fout quand même 44 buts. Et ça, c'est le propre de Kylian. C'est le propre de Kylian cette saison. Même si le masque, le nez, tout ça, est-ce que le masque le gêne, tout ça, on sait que c'est plus le Mbappé de il y a quelques années, le Mbappé plus fin, athlétique, qui courait vite et qui accélérait, qui passait. C'est plus le même Mbappé. C'est plus le même. Mais depuis, le problème d'Mbappé, c'est qu'il décroche beaucoup trop. Et moi, c'est là où je lui en veux aussi. Sur le dernier match également qu'on a fait contre la Belgique, Mbappé reculait beaucoup trop. Mais tu es censé être numéro 9. Si tu recules, qui va être devant? Donc toi, tu recules, tu viens chercher la balle au milieu de terrain et en plus sur le côté gauche, tu laisses Marcus Thuram tout seul qui doit combiner avec Griezmann qui est derrière lui et ils essayent de faire des 1-2 qui n'aboutissent pas avec une Belgique qui est très bas. Eh ben on est censé faire quoi? On est censé faire quoi? Donc il va falloir aussi trouver cet équilibre. Et là où je dis pardon aussi que l'équipe de France, ça ressemble au Portugal, c'est que Ronaldo fait pas non plus le meilleur des euros. Ronaldo ne fait pas un euro qui est extraordinaire. Ronaldo a marqué 0 but dans cette compétition, mais Ronaldo est titulaire tout le temps. Ronaldo est titulaire tout le temps. Et moi, je ne vais pas être dans le camp de ceux qui vont dire Ronaldo finito, Ronaldo nul, Ronaldo à chier. C'est vrai que Ronaldo n'a plus ses jambes d'avant lui aussi. Il a 39 ans, les gars. Mais être là où il en est à 39 ans, c'est exceptionnel. Moi, c'est vrai que je ressens un Ronaldo qui est peut-être un petit peu moins bon. Et je vous l'ai dit également en live sur le match du Portugal qu'on a commenté. Sur le jeu de tête, les centres sont bons, mais Ronaldo rate le ballon. Et tu sens que quelques années avant, il te les aurait pris, ces ballons. Il les aurait pris. Mais moi, je vois aussi du bon dans le côté de Cristiano Ronaldo. Parce que beaucoup vont dire oui, Ronaldo il attire les ballons, c'est pas bon. Ronaldo il sert à rien, Ronaldo il marque pas, Ronaldo ci, Ronaldo ça. Ronaldo se crée des occasions. Ronaldo se crée des occasions et il participe au jeu. Je vois quand même des passes exceptionnelles, les passes en talonnade, et vous savez desquelles je parle si vous êtes ici. Mais voilà, les passes en talonnade, il essaye de combiner également. Moi, Ronaldo, je vais être craintif parce que même si Ronaldo ne marque pas, etc., Ronaldo va peser sur une défense. Avoir un Cristiano Ronaldo qui est dans ta surface de réparation, Saliba et Upamecano, ça va aussi les perturber. Ils vont pas se dire c'est bon, il a 39 ans, il est nul, on le prend pas. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il va attirer du monde sur lui. Il va attirer du monde sur lui. Et ça, il faut le prendre en compte. Et il faut respecter Cristiano Ronaldo. Et non pas que par sa carrière, non pas par rapport à tout ce qu'il a accompli, mais là, quand on voit ses larmes et que certains vont aller dire ouais, Ronaldo, la honte, Ishia, là, la chouineuse, la chouineuse. Mais les gars, l'amour de ce sport que porte ce mec, encore une fois, à 39 ans, alors qu'il a tout gagné, il a quasiment tout gagné, si tu enlèves la Coupe du Monde, mais il a tout gagné, ce mec. Il n'a plus rien à prouver dans le football. Il n'a plus rien à prouver. Mais il est en larmes comme ça, avec son équipe en Arabie Saoudite. Il est en larmes là avec le Portugal après un pénalty raté, alors que le match n'est pas fini. C'est un grand joueur. C'est un grand joueur. Et lui aussi est capable de marquer à n'importe quel moment. Il est capable de dégainer à n'importe quel moment. Et ça, c'est une réalité. Ça aussi, c'est une réalité. Donc c'est vrai que ce match-là va être compliqué. Ça va être un match où on voit clairement que le Portugal passe beaucoup sur les côtés. C'est un Portugal aussi qui aime avoir la possession. C'est un Portugal qui sait se créer des situations, mais qui n'est pas très efficace. Mais l'efficacité peut tourner. Parce que rappelez-vous aussi pour le Barça manquait d'efficacité contre Paris, en plan de 3 au Parc des Princes. Donc c'est pour ça que je dis, ça va dépendre également de l'efficacité, de qui sera le plus efficace et qui arrivera à trouver le chemin défilé en premier. Ça va se jouer à pas mal de choses, mais c'est vrai que le Portugal va être dangereux dans la conservation de balles, le Portugal va être dangereux dans les situations qui vont se créer, le Portugal va être dangereux sur les côtés. Donc j'espère que Deschamps est préparé à ça et que Deschamps nous prépare quelque chose pour contrer les joueurs qui vont être sur les côtés pour le Portugal. Maintenant, pour cette équipe de France, moi honnêtement, j'espère, comme je vous l'ai dit, voir le 4-3-3, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas Adrien Rabiot. Donc là, en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer, et pour moi, la pièce maîtresse de tout ça, c'est Antoine Griezmann. Parce que tu peux partir sur un 4-3-3 avec Barcola, Mbappé ou autre, hein, et Dembélé à droite, en mettant du coup Chouameni, Kanté avec Griezmann au milieu de terrain. Tu peux mettre également un double pivot Kanté Chouameni avec Griezmann numéro 10 et tes trois attaquants. Comme tu peux mettre finalement trois milieux de terrain avec Kanté, Chouameni et Kamavinga, Griezmann numéro 10 et deux attaquants devant.
Et c'est pour ça que je dis que pour moi, Griezmann est cette pièce maîtresse. C'est cette pièce maîtresse et c'est Griezmann qui va limite choisir du dispositif dans lequel on va jouer. Le positionnement de Griezmann va choisir le positionnement dans lequel on va jouer, la composition dans laquelle on va jouer. Et ça aussi, c'est une réalité. Donc maintenant, à voir, puisque selon les rumeurs, Kamavinga va être titulaire. Selon les rumeurs, on va repartir avec le même dispositif qu'on a eu contre la Belgique. Donc à voir. Mais si tu repars avec ce même dispositif, tu peux laisser de l'espace sur les côtés. Et le Portugal, c'est une équipe qui n'aura pas peur de monter. Maintenant, nous non plus. On en sera une équipe qui n'aura pas peur de monter. Parce que je pense que malgré tout, le Portugal, même si on se dit que la France n'est pas la meilleure équipe de France de ces derniers temps, etc. Oui, la France ne montre pas le meilleur des visages. Inconsciemment, tu auras ce côté où tu te dis, ah, frérot, on est quand même haut là, j'ai 41 ans. En parlant de Pépé, si Mbappé il cavale dans mon dos, ça va peut-être être compliqué. Il faut quand même faire attention, doucement. On va pas monter trop haut, on va pas presser trop haut, parce que si ça ressort, ça va partir à 10 000 derrière. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que inconsciemment, quoi qu'il arrive, je pense que les deux équipes vont être obligées de s'adapter. Tu peux pas prendre tous les risques inconsciemment. Tu peux pas te découvrir inconsciemment. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et le match va s'emballer à partir du moment où une équipe marquera. Mais pour moi, avant ça, on verra des équipes qui prendront pas réellement beaucoup de risques et qui vont essayer de rester le plus discipliné possible tout en essayant de dicter son jeu. Pour moi, ça va être ça, la réalité de ce match. Maintenant, c'est vrai que quoi qu'il arrive, ce match sera compliqué, mais pour moi, pour cette équipe de Didier Deschamps et cette équipe de France, je pense que sur la défense, on est assez tranquille. On est tranquille, on a trouvé notre équipe avec un Koundé qui est extraordinaire. À voir si Koundé sera aidé par Ousmane Dembélé. Tout dépend maintenant de la composition de Deschamps, parce que honnêtement, j'ai aucune idée de ce qu'il va faire et je sais pas. Franchement, je sais pas. Et de toute façon, dans tous les cas, si jamais c'est Kanté qui va aider Koundé. Et si c'est Kamavinga au milieu central gauche, Kamavinga ira aider Théo Hernandez. Mais voilà, en tout cas, si jamais il repart sur un plan de jeu avec une équipe centrale, c'est vrai que ça peut également jouer le Portugal si le Portugal est beaucoup écarté. Maintenant, il ne faudra pas oublier que là, les Portugais seront 3 au milieu de terrain. Et là, si jamais on repart avec un plan de jeu central, nous, on sera 4. Donc on aura toujours cet avantage. Contre la Belgique, on était en 4 contre 2 au milieu de terrain. Ça s'est ressenti parce qu'on a dominé tous les seconds ballons. On avait la possession, on récupérait assez haut, on dictait le jeu. Là, au milieu de terrain, ça peut quand même s'équilibrer, surtout avec la qualité d'un Vitinha qui peut résister au pressing, la qualité de passe d'un Bruno qui peut alerter n'importe quel joueur dans n'importe quelle position. Tout ça peut changer et tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Donc ce match sera, quoi qu'il arrive, très très compliqué. Maintenant, moi, pour la défense centrale, je le répète, je ne change rien. Mike Maignan au cage qui nous rassure beaucoup, comme Diogo Costa qui est rassurant également pour le Portugal. Et d'ailleurs, en parlant des deux gardiens, si le match va au tir au but, on sait que pour l'équipe de France, c'est pas la meilleure des choses. Hein. Je ne vais pas rappeler l'Argentine, je ne vais pas rappeler la Suisse, hein, je ne vais pas rappeler l'Italie en Coupe du Monde, bref, en 2006, tout ça, mais les pénaltys, ça nous réussit peut-être pas top. Hein. Ça nous réussit pas top. Et quand tu vois que Diogo Costa vient d'arrêter 3 pénaltys sur 3 contre la Slovénie, c'est le premier gardien de l'histoire de l'Euro à le faire. 3 pénaltys à arrêter, 0 but encaissé sur un match avec une séance de tir au but et des prolongations, c'est quand même sacrément fort. Donc il faudra quand même, je pense, le mieux, ça sera de clôturer ce match avant la séance de tir au but, même si je ne doute pas de Maignan ou des joueurs des Bleus. Mais c'est vrai que ça nous réussit pas totalement ces séances de tir au but. Maintenant, Maignan, Diogo Costa sont bons, mais en tout cas, moi à droite, Koundé, que je trouve excellent, 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 et pour moi, il faut absolument pas le bouger. Il fait énormément de bien depuis le début de l'Euro. La défense centrale avec Upamecano, Saliba, on avait des inquiétudes également sur la défense centrale. Finalement, Saliba s'acclimate très très bien dans cette défense. Et sur le côté gauche, Théo Hernandez qui fait également du bien derrière. Les retours de Théo Hernandez défensifs sont exceptionnels. Je sens une défense qui est monstrueuse pour cette équipe de France. Honnêtement, très rassurant. On a pris 0 but dans le jeu, par contre, on en a mis 0, mais on en a pris 0 non plus. On a pris un but sur penalty et c'est tout. Donc on voit quand même que défensivement, il y a une grosse satisfaction. Mais encore une fois, si on voit que défensivement ça brille, c'est qu'il y a des lacunes quelque part et c'est qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. Mais derrière, au milieu de terrain, les deux autres joueurs dont je suis sûr, c'est Chouameni et c'est Kanté. Chouameni, lui aussi, qui a été exceptionnel contre la Belgique, avec un style de jeu, et ça, je pense que c'est clairement Deschamps qui l'a mis en place. Et il faut le dire également quand c'est bon, parce que le nombre de ballons que Chouameni a reçu, et il faisait une transversale pour retrouver Koundé. Et là, par contre, sur le côté, Koundé était quand même assez seul. Il se retrouvait très souvent en 1 contre 1, il pouvait ramener du danger. Il a fait du bien, même offensivement. Mais les transversales de Chouameni, ça a été une masterclass. Chouameni défensivement, Chouameni les replis défensifs,
Tchouaméni les passes, Tchouaméni les transversales, Tchouaméni le jeu devant. Il aurait même pu frapper plusieurs fois, des frappes qui passaient pas très loin quand il frappait, mais il y a des moments où il n'osait pas trop frapper, il était laissé quand même un petit peu seul et ça c'était dangereux pour la Belgique. Mais Tchouaméni a fait une masterclass. Kanté a fait son match, il a fait son taf et Kanté dans tous les cas, je pense qu'il est déjà revenu dans le cœur de tous les supporters de l'équipe de France. Donc quoi qu'il arrive, Kanté ça bougera pas. L'interrogation c'est l'absence de Rabiot. Parce que certains vont dire oui, on met Kamavinga, c'est bon, c'est parfait. Mais Kamavinga finalement, avec l'équipe de France, moi, je ne retiens pas de top match de la part de Kamavinga. Donc peut-être petite interrogation, petite inquiétude. Mais après, Chouameni, c'était pas non plus fameux sur les premiers matchs qu'il a fait avec les Bleus. Au final, il a été excellent et là, je veux qu'il reste. Donc, Kamavinga peut clairement faire ce rôle où il fera beaucoup de bien pour l'équipe de France. Et lui, pareil, dans le registre défensif comme offensif, il pourra aider Théo Hernandez, lui qui a l'habitude également de jouer défenseur gauche. Donc, c'est vrai qu'il y a un tout, c'est vrai qu'il y a un plus. Et moi, je pense que Didier Deschamps voudra, comme je vous l'ai dit, toujours préserver sa défense avant même l'attaque. Il voudra préserver l'aspect défensif, préserver toujours son invincibilité et essayer de créer quelque chose offensivement derrière avec les qualités qu'on a. Moi, je pense que la stratégie de Deschamps, ça sera celle-là. Et si jamais Deschamps veut repartir avec le même système, je pense que ça sera Kamavinga milieu central comme ça a pu fuiter un petit peu parce que Zahir Emery pour moi est derrière dans la hiérarchie. Griezmann en numéro 10 encore une fois qui va pouvoir essayer de jouer offensivement et également aider au milieu de terrain dans la bataille pour récupérer les ballons et peut-être être le fer de lance pour les attaquants. Et Mbappé avec Thuram ou Kolo Muani, tout dépend devant. Maintenant, il va falloir qu'on règle également notre problème d'efficacité. Parce que Mbappé, même si oui, contre le match contre la Belgique, il était pris entre beaucoup de joueurs, tout ça, ça a été compliqué, mais Mbappé arrive à se créer des occasions. Mbappé s'en crée, mais Mbappé les rate. Mbappé les rate et c'est pareil pour Thuram. Thuram que j'essaye également de défendre un petit peu dans le jeu, Thuram a des occasions, Thuram les rate. Donc il va falloir être tranchant. À un moment donné, il va falloir être tranchant. Et ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Et ça va être la clé. Pour moi, la clé du match, ça va être celle-là. Parce que je le répète encore une fois, la France et le Portugal, on est parmi les deux équipes qui se créent le plus d'occasions. Et on est parmi les équipes qui en plantent le moins. Et ça, c'est aussi une réalité. Donc maintenant, tout dépend, moi. Mais si vous me dites, Yanis, qu'est-ce que tu ferais, toi, personnellement, pour la compo contre le Portugal? Sur la défense, je toucherai à rien, clairement. Le milieu de terrain, je mettrais Chouameni, Kanté avec Antoine Griezmann. Je repartirai sur un milieu, un 4-3-3, avec la pointe basse avec Chouameni et Griezmann, milieu central droit, et Kanté, milieu central gauche. Ou l'inverse, Griezmann milieu central gauche, Kanté milieu central droit, ça peu importe. Et une attaque avec Bradley Barcola sur le côté gauche, Mbappé dans l'axe et à droite le bon vieux Ousmane Dembélé. Parce que même si je pense à l'aspect offensif, où oui, clairement, voir Barcola, ça va faire du bien. Je prends des risques avec Mbappé qui n'est pas un neuf, etc. Mais Mbappé, dans tous les cas, sera obligé de jouer et encore plus avec Deschamps. Sur le côté droit, Dembélé, eh ben, lui, on sait qu'il peut faire des merveilles aussi. Maintenant, c'est pas un finisseur. On sait que Dembélé a beaucoup de problèmes devant le but. Mais Dembélé revient aider défensivement, Barcola revient aider défensivement. Moi, je pense que ceux qui vont dire ouais, mais là, c'est peut-être une composition peut-être un petit peu trop offensif. Moi, je pense pas. Justement, puisque tu as des joueurs qui vont revenir, Barcola revient, Dembélé aide, Barcola aide. Tu as Mbappé qui va rester devant s'il veut rester devant et tu peux balancer si jamais tu as un contre. Donc, moi, je pense que c'est le mieux à faire. Partir sur un 4-3-3 pour contrer le 4-3-3, justement, de cette équipe portugaise. Parce que j'ai peur que si on joue avec un jeu trop central, que les joueurs portugais arrivent à passer sur les côtés et que sur certains moments, parce que sur certains moments, ça arrivera, les Portugais se retrouvent en situation de 2 contre 1 sur un côté, sur un couloir. Donc ça peut être également problématique et ça peut être dangereux, surtout quand on sait que le Portugal monte très haut et le Portugal n'a pas peur de se projeter, de jouer haut et de presser assez haut. Donc voilà pour moi les gars, franchement je pense que ce match-là va être compliqué. Maintenant sur mon pronostic avec tout ce que j'ai dit, je pense que ça va être un match assez serré. Bien évidemment que j'espère voir les Bleus gagner et que je vais donner la victoire des Bleus. Mais clairement, je pense là clairement que les deux équipes peuvent s'imposer. Pour moi c'est du 50-50, à la limite du 51-49, mais pas plus. Pour moi c'est pas plus que ça. Il faut respecter cette équipe portugaise, une équipe qui a vraiment des très belles qualités, qui a des très grands joueurs et qui va être très difficile à bouger et surtout l'état d'esprit comme je l'ai dit avec pour moi un aspect collectif, un aspect vraiment mental, soudé tous ensemble, qui a été beau à voir contre la Slovénie. Mais en tout cas, je souhaite bonne chance au Portugal, mais j'espère une victoire des Bleus. Et mon pronostic, ça sera victoire 2-1 de l'équipe de France. Je l'ai dit dans la vidéo où on a fait tous les pronostics avec Riles, mais moi je vais dire victoire 2-1 des Bleus. Je vois le Portugal marquer, je vois l'équipe de France marquer également, et je pense que ça sera enfin l'heure du réveil des Bleus. Et peut-être le premier but de Cristiano Ronaldo. Donc même si je veux partir sur les buteurs, je dirais Cristiano Ronaldo et doublé d'Mbappé. Ça va être aussi la dernière danse peut-être pour Cristiano Ronaldo sur un Euro avec le Portugal. Ça va être également le match entre Ronaldo
Ronaldo et Mbappé. Ronaldo qui avait mis un message à Mbappé pour sa signature au Real. Tu m'as regardé, maintenant c'est moi qui vais te regarder. On sait que Mbappé est fan de Ronaldo. Bref, tout ça, c'est aussi un beau match dans le match. C'est aussi un bon match dans le match. Maintenant, on a hâte d'y être. Ça va être un super match et on espère qu'on rejoindra ces demi-finales. Mais en tout cas, il faut respecter cette équipe portugaise. Il ne faut pas la prendre à la légère parce que c'est une équipe qui mérite d'être là. C'est une équipe qui a montré un beau visage, en tout cas, et bien meilleur que le nôtre depuis le début de l'Euro. C'est pas le meilleur des visages, c'est pas l'équipe la plus imprenable du monde. Ils ont des failles, mais ils ont des qualités. Ça va être à nous de bien jouer, d'être solide défensivement et d'être réaliste offensivement. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur certains points. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre en commentaire allez les bleus. Et je saurai que vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. Merci à vous. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gouts. Je vous donne rendez-vous demain en live pour vivre les 2 matchs des quarts de finale, hein, Espagne-Allemagne et France-Portugal en live ensemble. Et après le match de la France, on fera le débrief bien évidemment en vidéo. Vous êtes les Gouts. Prenez soin de vous. Bye bye et allez les bleus.